téléspectateurs, je vous retrouve avec plaisir par l'intermédiaire de cette édition spéciale. Je suis votre serviteur Steven Majmakonga qui va donc parler avec son invité du jour où nous parlerons de façon ostensiblement de la littérature. Je me retourne vers mon invité. Bonjour monsieur. Et bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de notre auditoire s'il vous plaît? Ok, je suis Mexi Espoir Njingwe, écrivain congolais et poète du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup, monsieur Mexi Njingwe, d'avoir d'abord accepté à notre invitation. Nous vous disons merci d'avoir honoré notre invitation. Et sans plus tarder, nous allons, chers téléspectateurs, commencer avec cette série de questions que nous avons élaborées pour décliner de façon claire l'identité de notre invité qui est sur ce plateau. Monsieur Mexi Njingwe, en lisant votre biographie, vous êtes un écrivain qui a son actif à 3 ouvrages, un recueil de poèmes, une nouvelle et un roman. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rencontre avec la littérature? Comment est née cette envie d'écrire? J'ai eu cette envie d'écrire lors de l'étude des Pleurer et rire d'Henri Lopez en terminale avec le professeur Moufouma Antoine. Et en lisant les Pleurer et rire d'Henri Lopez, j'ai découvert de la littérature engagée. Et pour moi, c'est une manière de tracer, de dénoncer les vices cachés afin de permettre l'évolution de notre société. Chers téléspectateurs, c'est un écrivain congolais, j'aimerais rappeler, il vient du Congo-Brazzaville. Et c'est à travers le Pleurer et rire de Henri Lopez qu'il développe enfin cette envie de narrer, d'écrire, de raconter tout ce qui lui venait à l'esprit, les mots qu'endure le pays et beaucoup de choses. Il est engagé. J'ai lu un de ses ouvrages, il est très engagé, mais souvent, j'aimerais revenir vers mon invité, M. Mexi Njingwe. Vous savez, en Afrique, aujourd'hui, nos États, nos gouvernements ont horreur de ces personnes-là qui, de façon très engagée, dénoncent les faits, qui, d'après eux, qui trouvent plaisir de gagner de l'argent, de manipuler la population. Est-ce que dans votre pays, ce n'est pas un souci, vous ne mettez pas votre vie en danger en quelque sorte? Bon, en faisant montre à mon modèle qui est Henri Lopez, lors de son émission sur TV5 Monde, il disait « Un écrivain est celui qui dit ce qu'on n'ose pas dire ». Donc j'ai choisi cette profession, je ne pourrai jamais craindre la mort. Je vais dénoncer ce qu'il faut pour que la société se corrige en fait. Parce que l'écrivain est un éducateur du peuple. Ah ok, c'est vrai, on dit l'écrivain est cette personne en qui tout le monde se confie. Donc vous n'avez pas peur de mourir parce que votre plume est tellement engagée, vous ne craignez pas vos parents, vos frères, vos sœurs n'auront-ils pas besoin de vous? Et si vous continuez toujours dans cette lancée-là? Déjà, je me suis engagé à cette littérature. Je prends l'exemple de mon premier livre, un roman, Du mal, le bien, l'échec et Dieu. Dans ce livre-là, j'ai souligné les traces d'un dictateur et à quelle mesure le dictateur s'est rendu compte que ce qu'il faisait n'était pas bien. Il fallait donc revenir sur le bon chemin. À ce titre, je prends l'exemple du personnage principal de ce livre, Du mal, le bien, l'échec et Duc, la personne de M. Okanivami. Okanivami, quand il arrive au pouvoir par le biais des élections, il gère cette gouvernance avec, en fait, malhonnêtement, avec une certaine aristocratie. Donc, pas de mérite. Par exemple, son beau-frère qui avait une maîtrise en sciences physiques, mais on le nomme comme président de la Cour constitutionnelle. Vous voyez l'incompatibilité des choses. Et comme Okanivami a connu l'échec par le biais des élections avec Mukasa, il échoue, il prend donc conscience, il se rend compte que s'il a perdu son pouvoir parce qu'il a cédé le pouvoir à la femme, il tolérait le manque de mérite et il tolérait en fait tout ce qu'on connaît comme anti-valeur. Et quand il revient de nouveau au pouvoir,
il pense donc à améliorer cela et à développer l'élevage, l'agriculture et la pêche. Parce que dans les pays africains, on ne se contente que du pétrole comme matière première. Or, nous avons d'autres cultures qu'il faut développer. Du bien au mal, l'échec éduque, c'est l'ouvrage de notre écrivain qui est sur ce plateau, Maxime Djingwe. J'interpelle les amoureux du livre de se procurer de cet ouvrage qui est disponible sur Amazon comme sur YouScribe. Il y a aussi AFNAC qui vient de me susurrer à l'oreille tout de suite. Donc, il a donc ce roman-là, mais il a aussi un recueil de nouvelles intitulé Lèvres sucrées. Lèvres sucrées, qu'est-ce qui vous a inspiré d'écrire Lèvres sucrées? Après avoir écrit ce roman-là, vous vous tournez effectivement du côté de la nouvelle. Pourquoi cette nouvelle? Pourquoi le titre de Lèvres sucrées? Le titre de Lèvres sucrées, en fait, est la couverture de notre conduite en société. Lèvres sucrées, dans ce livre, il y a l'une des nouvelles, Si je savais. Si je savais montre la conduite d'un pasteur. Un pasteur qui avait pour ami, percepteur du trésor. Lorsque l'ami se rend en France pour les soins médicaux ou pour une mission de travail, il lui lance donc la responsabilité de sa famille. Malheureusement, le pasteur, quand il reste, il fait donc connaissance sexuellement avec la femme de son ami percepteur. Et quand l'ami revient, l'ami lui demande donc de l'accompagner à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il se rend compte que les produits que l'autre prenait étaient des produits de séropositifs. D'où le pasteur s'interrogeait maintenant, est-ce que réellement ce couple-là était séropositif? Est-ce la couverture de Brigitte? Parce que Brigitte, la femme de son frère, là, son frère percepteur, était tellement belle. Est-ce que Brigitte présentait vraiment les caractères ou bien les signes d'une personne qui est séropositive? D'où il s'est mis à créer là, Si je savais, si je savais. D'accord, effectivement, j'ai lu Lèvres sucrées, c'est un recueil de nouvelles très très intéressant. Mais l'auteur n'a pas seulement parlé dans ce recueil que d'une seule nouvelle d'ailleurs. Il a parlé d'autres nouvelles et aussi j'ai remarqué un nouveau style de la littérature parce que dans ce recueil de nouvelles, il y a une partie poésie aussi où il a parlé de la poésie. Pourquoi vous avez mélangé dans un même recueil deux aspects? Vous avez mis d'un côté des nouvelles en forme narrative, disons des textes, et de l'autre côté vous parlez de la poésie. Pourquoi vous avez essayé de mélanger les deux? Oui, je suis partisan de courant littéraire de M. Benoît Mundelengolo, le SNOPA. La littérature de nos jours n'est plus une littérature arrière. La littérature de nos jours, ce qui est nécessaire, c'est la nouvelle, la manière de transmettre. Et donc, parmi ces thèmes, j'ai pensé faire une partie pour les nouvelles et une partie des poèmes. Parce que la personne qui n'a pas les moyens d'acheter les deux ouvrages, en un seul ouvrage, elle a pu trouver elle a pu posséder ces deux genres littéraires. Donc, la poésie et la littérature, la nouvelle. Chers téléspectateurs, nous sommes dans notre émission dénommée On en parle. Ici, nous parlons de beaucoup de sujets qui tiennent bien debout sur leurs jalons. Et nous lançons toujours l'appel à ceux qui aimeront bien participer, passer sur ce plateau où nous discutions de divers sujets, de nous appeler par le biais de ce numéro, 78 420 60 98. Monsieur Maxime Djingwe, j'aimerais savoir d'abord, parce que tout ce que vous m'avez dit, ça me touche bien. Quelle est la place que vous octroyez à la littérature dans le canevas de votre vie, en fait? Quelle est la place que vous donnez à la littérature? La littérature est une passion primordiale pour moi. Et pour cela, pour laisser mes traces à la société, je ne vais pas seulement rester là à écrire, mais je vais également ouvrir une bibliothèque afin de permettre aux jeunes de lire et d'avoir de l'amour à l'écriture, et ouvrir aussi une maison d'édition
en mémoire de l'abbé Rufin Mbani, père son âme. C'est l'un des premiers lecteurs du mal le bien de Cheikh Duc, de mon enfant, du pas le bien de Cheikh Duc. D'accord. J'aimerais poser une question encore. Monsieur Maxine Djungwe, aujourd'hui, les écrivains, vous voyez, de par leur nom, quand ils marchent dans la rue, en fait, on parle d'eux, on raconte, on dit c'est un écrivain, il a un nom, il fait ceci. Mais de façon financière, est-ce qu'un écrivain vit réellement de son art? J'aimerais savoir. Soyez vraiment clair. Hein? En fait, ne faites pas du coq à l'âne et nous ramenez de l'autre. Soyez vraiment clair. Est-ce qu'un écrivain vit réellement de son art? Un bon écrivain ne vit pas réellement de son art parce que nous savons tous que la société n'aime pas lire. La société aime plus écouter la musique. Comparez la vie d'un écrivain à celle d'un artiste musicien. Vous verrez que l'artiste musicien gagne plus du fruit de ce qu'il produit, mais l'écrivain gagne moins. Les gens achètent moins les livres, ils achètent plus des disques musicaux. Chers téléspectateurs, je pense que la réponse de notre cher écrivain est vraiment claire, limpide, comme de l'eau claire aussi. L'écrivain, effectivement, ne vit pas trop de son art. Monsieur Maxine Djungwe, le problème avec l'édition, est-ce que cela vous pince le cœur quand vous écrivez un livre et à la fin, vous vous retrouvez en quelque sorte arnaqué par une maison d'édition? Quelle est l'impression, quelle est la rage que cela fait remonter en vous? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Bon, par rapport à ça, je ne regrette pas beaucoup, mais je n'apprécie pas cela. L'écrivain, il a passé tout son temps à écrire, mais quand la maison d'édition facture, uniquement pour la mise en page, c'est quelque chose de 200 quelques minutes, parfois sur 100 pages. Ce n'est pas bien. Alors, c'est ce que je vais combattre lorsque je vais mettre en place ma maison d'édition de Don Rufin Mbani. Merci beaucoup. Nous courons déjà presque à la fin de notre émission. Peut-être encore une question. C'est vrai, vous êtes écrivain, mais après l'écriture, quelle est votre profession réelle si vous mettez à part l'écriture? Vous êtes diplômé dans quel domaine, par exemple? À part l'écriture, je suis diplômé en droit privé. Je suis diplômé en droit privé. Aujourd'hui, je suis en master de droit des affaires et fiscalité à l'Institut NC Afrique à Dakar. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons encore reçu un des écrivains. Comme nous l'avons dit la fois dernière, que ça ne pourra pas toujours être des écrivains. Il y a aussi des entrepreneurs, tout autre jeunes, la diaspora d'ailleurs, qui ont des idées, qui veulent la visibilité audiovisuelle. Nous sommes là, bien, avec cette émission qui parle de tout sauf de rien. Chers téléspectateurs, c'est comme ça que je vais donc vous quitter. C'était votre serviteur Steven Maj Makanga et bonne suite de programme. Merci.